Bonjour à tous. Comme d'habitude, un bref rappel de qui nous sommes. Donc l'agence Adverti, agence de communication web basée à Troyes, dont je suis la cofondatrice et la directrice. On est capable de se positionner sur un ensemble de prestations relatives à tout ce qui concerne la communication digitale des entreprises. On a différents pôles au sein de l'agence, que ce soit pour tout ce qui est création et refonte de sites web, tout ce qui est community management, gestion de comptes publicitaires sur les réseaux sociaux, tout ce qui va être également référencement, que ce soit référencement payant ou référencement naturel, tout ce qui va être place de marché pour accompagner les e-commerçants à développer leur activité sur les places de marché, tout ce qui va être monde du mail, avec l'envoi de mailing, de newsletters ou encore la mise en place de scénarios de marketing automation pour automatiser certaines actions marketing. Et enfin, on est aussi capable de remettre aux entreprises des audits ergonomiques de sites web afin de détecter ce qui ne va pas sur un site, donc d'être capable de lever des freins, tout ce qui va être également analyse de trafic de site pour mieux comprendre les internautes et leur parcours sur votre site. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va se focaliser sur tout ce qui est astuces pour réussir sur Instagram. On vous en a listé 12 et ensuite on vous a fait un petit micmac de diverses astuces à la toute fin qui vous seront données en vrac. Donc concrètement, je vous propose tout de suite de sauter sur la première astuce qui concerne tout ce qui est ligne éditoriale et calendrier de publication. Alors vous allez me dire, à chaque fois qu'on participe à un webinaire, on nous évoque la ligne éditoriale, le calendrier de publication et tout. Mais c'est parce qu'on n'insiste jamais assez dessus. Les personnes ne se rendent pas compte à quel point avoir une ligne éditoriale bien définie en amont du lancement sur des réseaux sociaux permet d'avoir une certaine constance, une certaine homogénéité sur ces mêmes réseaux sociaux. Une ligne éditoriale, vous pouvez tout à fait la faire sur un format Word A4 classique, vous répondez juste à quelques questions de base. Quels réseaux sociaux est-ce que je choisis pour mon activité? Quels sont mes objectifs sur chacun de ces réseaux sociaux? Est-ce que c'est un travail sur ma notoriété? Est-ce que c'est parce que je veux développer le trafic sur mon site? Est-ce que parce que je veux développer mon nombre de prises de contact, mon nombre d'appels, etc., etc. Listez vos objectifs. Je vous rappelle qu'un bon objectif doit être SMART. Donc, c'est un fameux acronyme sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais que je vous invite à aller rechercher sur Internet, qui vous permet vraiment d'avoir un objectif qui soit quantifiable. La ligne éditoriale va également vous permettre de vous rappeler quelles sont vos cibles, quels sont les personas marketing que vous avez pu travailler. La ligne éditoriale permet également d'insister sur le ton que vous allez opter sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous allez tutoyer, vous voyez les gens? Est-ce que vous allez utiliser des emojis ou pas? Est-ce que vous allez poser des questions? Est-ce que vous allez lâcher un petit peu du lest par rapport à votre charte graphique ou pas du tout? Etc., etc. Les thématiques. Quelles sont les thématiques que vous allez aborder? Bien évidemment, il vous faut plusieurs thématiques. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans la vente. C'est souvent ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Il faut trouver le juste milieu entre la promotion et puis le côté plutôt communication autour de votre entreprise, etc. Quels sont aussi les formats pour lesquels vous allez opter? Chaque réseau social a ses propres formats. Quels sont ceux sur lesquels vous dites « Ok, j'aimerais beaucoup tester cela parce que j'ai vu que l'engagement pouvait être très bon, etc. » Mais en tout cas, on vient définir toutes ces choses-là en amont. Une ligne éditoriale, vous pouvez aussi la modifier un petit peu au fur et à mesure. Mais par contre, vous partirez sur une bonne base si celle-ci est faite en amont. Le calendrier de publication. Le calendrier de publication, c'est vraiment un aperçu que vous allez avoir de l'ensemble de vos publications à venir. Ce qui fait que vous allez avoir une meilleure visibilité sur les choses que vous allez dire, sur le contenu que vous allez devoir produire, etc. Vous pouvez tout simplement passer par un Excel, un Google Sheet ou similaire. Une ligne égale une publication avec une thématique, une date, etc. N'hésitez pas à utiliser des couleurs, à utiliser... surtout les couleurs vont être importantes pour justement permettre d'éviter des répétitions de thématiques qui seraient devenues un peu trop présentes justement dans votre calendrier de publication. Vous pouvez aussi passer par certains outils en ligne, type Asana ou Trello, qui sont très fréquemment utilisés pour tout ce qui est calendrier de publication dans le monde du community management. Je vous montre un exemple juste après. J'ai oublié de le préciser, mais vous le savez, les webinaires d'Adverti sont interactifs. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. J'y répondrai au fur et à mesure.
Je vous ai mis un exemple de calendrier de publication ici. Alors, on voit pas très bien les textes parce que c'est des publications qui sont passées, donc qui ont été validées. Mais en gros, c'est vraiment une ligne qui est responsable de la publication en question, si par exemple vous êtes plusieurs au sein de votre équipe. Et enfin, vous avez les deux dernières lignes. La ligne où il y a le plus de couleurs, rose, bleu, rouge, violet, etc. C'est tout simplement le nom d'une thématique. Exemple, photos diverses, événements ou actualités, raison de venir dans le département, faune et flore, etc. Alors là, c'est un peu propre au client, mais en tout cas, l'idée, c'est de s'assurer que l'ensemble des publications euh, n'est pas répétitif, que vraiment il y a une alternance des thématiques évoquées. Et là, visuellement, on voit que c'est plutôt le cas. On n'a pas que du violet, on n'a pas que du rouge, etc. Et la dernière colonne, tout simplement, c'est l'état par rapport à la publication. Est-ce que la publication a été programmée, publiée, annulée, reportée, est-ce qu'elle est en cours de production, etc. À l'écran, du coup, très bonne question, Sylvain, c'est créé avec Asana. C'est un outil qu'on adore à l'agence, c'est un outil à la base qui est un outil de gestion de projet qu'on peut très facilement détourner pour tout ce qui est gestion de réseaux sociaux. Deuxième astuce, c'est les outils de programmation. Une fois que vous avez pris le temps de définir votre ligne éditoriale, de définir un calendrier de publication, moi je vous conseille de le faire sur plusieurs semaines. L'idée, c'est de travailler sur votre contenu, mais de travailler aussi sur leur programmation. Aujourd'hui, nativement, sur l'application, par exemple, vous ne pouvez pas programmer de publication. Ce que vous pouvez faire, par exemple, par contre, sur Facebook. Donc, vous devez vous appuyer sur des outils tierces. Il y en a un qui a été créé par Facebook qui s'appelle le Creator Studio, qui vous permet de programmer vos publications Instagram. En plus, c'est chouette parce que c'est fait depuis le PC. Mais vous avez d'autres outils tierces qui sont en général un petit peu mieux, on va pas se mentir, que le Creator Studio parce qu'ils apportent des fonctionnalités nouvelles qui vous permettent non seulement d'avoir cette visibilité sur vos publications à venir, mais aussi de voir visuellement ce à quoi va ressembler votre future galerie. Donc la galerie, hein, pour rappel, c'est ce qu'on appelle aussi le feed, c'est quand vous vous connectez sur votre compte à vous, on voit toutes vos publications passées. Donc ça, typiquement, l'idée de travailler avec un outil tiers, c'est de se dire, OK, je vais programmer mes publications, mais vu que je veux que ma galerie soit vraiment jolie, esthétique, il faut que je puisse m'assurer que ce qui va partir soit bien en accord avec ce que je veux qui paraisse. Et ça, pour ça, vous avez des outils qui sont vraiment bien faits. Je vous montre une capture d'écran juste après à ce sujet. En effet, Audrey, Metricool, ils font pas mal de pubs en ce moment pour la programmation et les stats. Il y a énormément d'outils, Audrey, pour le coup. J'ai jamais eu à tester Metricool. Il y en a vraiment beaucoup. On pourrait penser, on a mis Agora Pulse, on a bien évidemment ceux qui se partagent le marché, Outsuite et Buffer. À l'agence, on aime beaucoup Only Pulse. Avant, quand au tout début où je m'étais lancée, il y a maintenant une paire d'années, je travaillais avec Preview, que j'aimais beaucoup, mais qui était plutôt pensé pour les comptes en solo. Ou alors les personnes qui avaient très peu de comptes à gérer. Mais au final, peu importe. Il faut juste tester les outils. Ils ont quasiment tous, ah oui, petite astuce, ils ont quasiment tous des versions gratuites ou en tout cas une période gratuite. N'hésitez pas à aller justement tester vraiment durant cette période si l'outil peut vous convenir ou pas. Parce qu'une fois que vous avez mis la main sur le bon outil, c'est chouette parce que c'est un outil qui va pouvoir vous suivre durant plusieurs mois, plusieurs années potentiellement. Audrey, du coup, on a un retour d'Audrey sur Metricool qui nous dit la version gratuite est déjà pas mal. Donc Audrey, merci beaucoup pour ce retour, on prend l'info. Je vous ai mis juste après une aperçu d'un outil qu'on utilise à l'agence qui s'appelle OnlyPult. On l'utilise principalement pour Instagram, même s'il fait tous les autres réseaux sociaux en soi. On aime beaucoup cette fonctionnalité-là, en fait. Là, par exemple, sur ce compte de client, l'outil, en fait, est allé chercher les publications précédentes de la galerie. Et ensuite, l'outil va nous permettre de programmer. Donc, on voit là, par exemple, qu'il y a qu'une seule publication qui est programmée, mais par contre, on peut en avoir plein. Et on va avoir sur la droite, l'aperçu temps réel, en fait, qui va être généré pour savoir si oui ou non, esthétiquement parlant, ça nous convient. Si ça ne nous convient pas, du coup, on fait toutes les modifications qu'on veut, on réintroduit d'autres publications, etc. L'outil est très pratique aussi dans le sens où il nous permet de pouvoir aisément intervertir des publications qu'on a programmées, etc., donc qui ne sont pas encore parties en ligne, tout simplement avec la fonctionnalité de glisser-déposer, donc ça c'est ultra pratique. L'outil permet également d'enregistrer par exemple tout ce qui est set de hashtag, on en reparlera tout à l'heure.
Si vous avez des retours à faire sur certains outils de programmation, n'hésitez pas à les faire dans le chat. C'est toujours enrichissant d'avoir des personnes qui utilisent d'autres outils. Typiquement, Audrey, je pense que j'irai très prochainement regarder Metricool. Réussir sur Instagram, il y a quand même une réalité, c'est que ça prend du temps. Je préfère être honnête. Si dans vos objectifs sur le réseau social, on parle vraiment d'objectifs purement business, donc vraiment développement d'activité, je veux des prises de contact, je veux des appels, je veux des achats sur mon site e-commerce, etc. C'est un réseau social qui va être chronophage. Si vos objectifs sont plutôt je veux de la notoriété, je veux que mes recrutements soient facilités grâce au réseau social parce que je montre un peu la vie de mon entreprise. Si c'est exemple, je veux tout simplement avoir une e-réputation qui soit propre. Je ne me vois pas ne pas avoir de compte Instagram, mais je veux pas y être vraiment de façon trop intense. Ces 3 objectifs-là, par exemple, que je viens de citer, si vous n'êtes pas obligé d'avoir une activité hyper intense dessus. Par contre, si c'est vraiment des objectifs business, dans ce cas-là, ça va être exigeant. L'exigence, elle passe non seulement par le temps, c'est ce que je vous disais, mais elle passe aussi par la qualité des contenus que vous allez devoir produire. Vos contenus que vous allez créer, vous allez pour ça devoir utiliser certains formats propres à Instagram. On vous en a listé 5. On vous a listé les publications classiques, telles que vous pouvez voir lorsque vous vous connectez sur votre application Instagram, que vous allez faire défiler. Donc là, on parle d'une image au format carré classique avec le texte qui apparaît en dessous. Rien de bien surprenant sur cette publication, enfin sur ce format-là. Les stories, qui pour le coup vont être du contenu au format vertical, qui ne vont rester que 24 heures sur le réseau social, que vous allez avoir la possibilité de mettre en story à la une sur votre profil. Ça, typiquement, c'est aussi une bonne pratique. Lorsque vous avez pris soin de votre bio sur votre profil, il vous faut également des bulles, en tout cas nous on appelle ça des bulles, de story à la une qui restent épinglées sur votre profil et qui permettent à l'internaute de mieux comprendre votre activité, potentiellement de découvrir des avis clients, etc. Donc vraiment les stories, très très important. J'aime beaucoup l'image que prend justement ma collègue Solène pour expliquer à nos clients la différence vraiment entre la publication versus ce story. Elle dit souvent que les publications, c'est vraiment la façade de la maison, on y fait très attention, etc. C'est très travaillé en amont. Et les stories, vu qu'on va aller plus chercher de l'authenticité, c'est plus les coulisses de la maison, ce qui se passe à l'intérieur et que, au final, normalement, pas tout le monde qui passe dans la rue voit. Donc ça permet de plutôt bien distinguer les deux. Les lives qui sont en train de prendre de plus en plus d'importance sur le réseau social, qui sont utilisés de plus en plus par des petites entreprises et ça c'est un vrai régal parce que ça a longtemps été le format très privilégié des créateurs de contenu, donc là des personnes dont l'activité repose sur la création de contenu, ou alors des grandes marques. Et là, on voit de plus en plus de petits sites e-commerce ou autres animer des lives pour justement faire des démonstrations produits, donner des conseils en direct aux personnes qui poseraient des questions, etc. Autre format qui fonctionne très bien, et là je vous en ai fait une vidéo, c'est ce qu'on appelle le format carrousel. Le format carrousel, il est idéal quand vous avez donc plusieurs photos. Là, dans l'exemple qu'on a pris, il y a 5 photos. Que l'internaute en fait peut ce qu'on appelle swiper, donc aller de la gauche vers la droite pour voir l'ensemble des photos. Ça c'est top quand vous avez donc plusieurs photos, mais aussi quand vous avez par exemple des astuces à donner. C'est un format qui est assez naturel, qui existe depuis très longtemps sur la plateforme et qui fait qu'on voit vraiment plein d'astuces apparaître au fur et à mesure en fait qu'on fait défiler les photos. On peut aller jusqu'à 10 photos. Pareil, c'est plutôt pratique pour expliciter un concept ou pour démocratiser quelque chose qui peut être un petit peu difficile à comprendre, etc. C'est plutôt pas mal. L'idée, c'est en tout cas de faire passer plus d'informations parce qu'on a plus de visuels. Là, dans le cas, par exemple, de l'exemple, là, on a 5 visuels qui défilent. Il faut pas aussi hésiter, c'est un format que moi je sais que j'aime bien à l'agence, c'est un format où on va avoir une seule image mais qui va être coupée par exemple en 3 et en fait l'internaute va faire défiler
l'image, et en fait c'est une image vraiment complète mais sur 3 photos. Ça donne un petit côté esthétique à la galerie. Et puis ça fonctionne toujours assez bien. L'avantage du carrousel, c'est qu'en général, l'engagement qui est généré sur ce format-là est supérieur à des publications classiques. Ça s'est confirmé sur un certain nombre de nos clients, donc c'est un format qu'on a tendance à beaucoup pousser. Autre format, je regarde juste un coup, hop, non, il n'y a pas de question. Autre format, pardon, qui fonctionne très bien et qui est apparu il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle les Reels. Les Reels, c'est clairement un format qui a été créé par Instagram pour concurrencer TikTok. Le principe, c'est de diffuser des vidéos plutôt coulisses, authentiques, moins travaillées qu'une vidéo corporate, où là, on va être sur clairement des coulisses. TikTok fait peur à un certain nombre de réseaux sociaux, dont Instagram, parce que typiquement TikTok et Instagram se partagent quand même une partie de la même cible, surtout chez les jeunes. Instagram s'est vraiment lancé à corps perdu sur ce format spécifique, justement pour tenter de capter cette cible-là et de la faire rester sur Instagram. Le truc, c'est que, vous le savez, créer de la vidéo, ça prend du temps. Surtout que là, on parle pas forcément de la vidéo de vidéaste, on parle plutôt de la vidéo, on va dire un petit peu, je vais pas dire amateur parce que c'est pas non plus que, mais en tout cas, c'est moins travaillé que sur une vidéo corporate, et ça prend du temps. Donc en fait, c'est un format qui, pour le moment, depuis plusieurs mois qu'il a été créé, a quand même été relativement mis de côté par les comptes entreprises sur le réseau social. Et c'est hyper dommage parce que pour le coup, c'est un format qui est beaucoup poussé par Instagram. Typiquement, pour aller toucher une nouvelle cible, etc., c'est idéal de passer par les Reels. Donc, je vous encourage à tenter. Vous verrez en plus, vous récupérez les statistiques à chaque fois hein, sur toutes les publications, les stories, les Reels, etc. Vous verrez en plus que les chiffres sont vraiment au vert pour ce genre de format. Je vous ai pris un exemple de Reels, du coup, pour un musée. Mince, pardon. Oh, je cherche à agrandir et au final... Donc voilà, en gros, une publication d'un petit peu moins d'une minute où là, le musée présente les diverses œuvres de l'artiste Camille Claudel. On a un retour dans le chat de Audrey qui nous dit qu'elle a pu elle-même récemment tester la viralité des Reels et que ça a été un franc succès avec alors que c'est un petit compte sur lequel elle a diffusé ce Reel la vidéo a été vue plus de 2000 fois. Quand je vous dis que c'est un format qui est très poussé par Instagram, c'est vraiment une réalité. Quelques petites astuces par rapport à ça. Si vous avez par exemple un compte sur TikTok et donc vous êtes adapté au format TikTok, etc., et que vous voulez le refaire sur Instagram, Instagram, bien évidemment, déteste le fait qu'il y ait la mention TikTok qui soit indiquée. Donc, n'hésitez pas à éviter le cross-postage, c'est comme ça qu'on appelle ça, entre les deux réseaux sociaux et à vraiment aller sur Instagram pour publier votre reel. Il y a certaines applications. Alors, je suis désolée parce que pour le coup, j'ai vu ça la semaine dernière, donc c'est tout frais dans mon esprit et j'ai pas retenu les noms. Je viens juste d'y repenser. Il y a des applications sur lesquelles vous pouvez publier à la fois sur TikTok et sur Insta, vraiment la vidéo. Et comme ça vous évite d'avoir la mention TikTok quand vous publiez sur Insta, mais ça fait tout partir d'un coup quand même. Audrey nous dit, je dois faire la formation de Quincy bientôt. Elle ne fait que des reels et sa formation est sur ce format. Super. Donc, n'hésitez pas à suivre. Il y a énormément de comptes sur Instagram de personnes qui produisent du contenu justement à base d'astuces sur Instagram. On a Emeline qui confirme que Quincy est top. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet. Mais 1000 fois oui pour les reels. Décidément. Tac. Quatrième astuce, le travail avec des influenceurs. Alors quand on évoque le terme d'influenceur, tout de suite on se dit c'est dans la mode, c'est dans le tourisme, etc. Pas forcément. Je vais prendre le cas en local. Nous, on est une agence de communication web, basée à Troyes. Il y a des influenceuses et des influenceurs au niveau local.
qui vont être plutôt tournés gastronomie, plutôt tournés mode, etc. Et pourtant, on parle d'une commune de 60 000 habitants. C'est vraiment les influenceurs, c'est pas uniquement dans les domaines, on va dire, les plus sexy, c'est-à-dire ceux sur lesquels il est plus facile de communiquer. Forcément, selon votre secteur, ça peut être quand même compliqué, on va pas se mentir. Même moi, agence de communication web, trouver des influenceurs dans mon secteur qui vont vouloir, enfin, qui vont accepter un partenariat avec moi, etc., ça peut être un peu compliqué. Mais ne mettez pas complètement de côté cet aspect-là, même si vous dites que c'est pas forcément le secteur idéal pour un travail avec des influenceurs, parce qu'un influenceur, même si on a à l'esprit que ça peut être quelqu'un qui va avoir 1 million d'abonnés, c'est pas forcément le cas. Vous pouvez très bien avoir des micro-influenceurs, donc des influenceurs avec des comptes à moins de 5 000, 10 000 abonnés, mais qui vont avoir un engagement fou, et en plus qui vont, enfin, vraiment correspondre à votre cible. Je prends par exemple l'exemple de l'influenceuse en local à 3 qui poste sur tout ce qui est gastronomie, restaurant, etc. Typiquement, les restaurants se l'arrachent parce qu'en fait, elle a quelques milliers d'abonnés sur son compte. Par contre, typiquement, c'est des Troyens qui ont un intérêt pour les restaurants, en fait, pour les sorties, etc. Donc, il y a tout intérêt à vouloir nouer un partenariat avec cette influenceuse-là. Donc, vraiment, oubliez le fait qu'influenceur, c'est forcément Nabila. Non, influenceur, ça peut être aussi d'une bien plus petite taille. Au moment de choisir ses influenceurs, il y a plusieurs bonnes pratiques. La première, c'est que déjà, il faut vous assurer que l'influenceur ou l'influenceuse a bien la communauté que vous ciblez. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est de s'assurer que vous avez bien les mêmes valeurs. D'accord. Surtout si vous avez des valeurs qui sont très fortes, type Made in France, responsabilité sociale, etc. Vous ne pouvez pas être sur quelqu'un, vous ne pouvez pas être en collaboration avec quelqu'un dont le comportement laisse sous-entendre que c'est pas du tout sa priorité, par exemple. Autre bonne astuce, toujours regarder l'engagement qu'il y a sur les publications. Parce qu'en fait, à une époque, on pouvait facilement acheter des fans sur Instagram qui n'ont pas forcément été supprimés. Donc en fait, on se retrouve aujourd'hui avec un certain nombre de comptes avec de très nombreux abonnés, mais en fait qui sont des faux comptes. Et donc l'influenceur ou l'influenceuse va poster et l'engagement qu'il va y avoir sur la publication, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont aimer la publication, la commenter, l'envoyer en message privé ou autre, va être très très faible. Du coup, il faut faire attention à ce ratio-là. Pour ça, vous avez plusieurs extensions, dont des extensions Chrome. J'en ai cité plusieurs, telles que Influence for You, WeFind ou encore Call Square, qui vont vous permettre de connaître le taux d'engagement des influenceurs que vous visez. Donc là, typiquement, ce sont des petits outils gratuits que vous allez mettre en place dans votre navigateur. Vous allez aller sur un compte Insta et il va vous donner un aperçu de l'influence réelle qu'a cette personne. Alors, c'est pas uniquement des extensions Chrome, pardon, j'aurais dû corriger. C'est aussi des sites sur lesquels vous allez tout simplement rentrer l'URL du compte Instagram de la personne. Donc vraiment, vérifiez ce point-là. Et enfin, quand vous contactez un influenceur, c'est pas votre pote, vous n'êtes pas tout de suite dans le tutoiement ou autre. Et avec un peu de chance, vous allez avoir des influenceurs qui ne vont pas forcément vous envoyer une grille tarifaire. Parce que sinon, c'est quand même une réalité. Vous allez avoir des influenceurs qui vont peut-être être limite des ambassadeurs. Et c'est pour ça qu'il faut faire malgré tout la distinction entre les deux. Influenceur, on part du principe que la personne sur les réseaux sociaux va avoir une influence auprès d'une communauté spécifique. Un ambassadeur de votre entreprise, de votre marque, de vos produits, ça va être des personnes qui vont instinctivement en faire la promotion dans leur cercle. Et elles seraient prêtes à quasiment tout, on va dire, pour votre produit, votre marque, etc. L'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir des influenceurs ambassadeurs, c'est-à-dire des influenceurs qui aiment sincèrement votre marque, au point très souvent de ne même pas chercher à être rémunéré. Audrey nous demande comment on peut savoir si c'est un faux compte. Alors, je me souviens, alors par contre pareil, je me souviens plus du nom de l'outil, je me souviens qu'il y a un site web qui indique le pourcentage estimé de faux comptes. Alors je sais que sur Influence for You, peut-être bien, il y a une indication du pourcentage de faux comptes estimés. Il y a toujours un petit peu de faux comptes sur des comptes Instagram. Il n'y a rien de choquant à ça. Par contre, si le pourcentage devient vraiment trop important, là, il faut que ça, dans votre tête, il y ait des warnings comme quoi c'est suspicieux comme activité. C'est pas aussi pratique, par exemple, que sur Facebook, Audrey, où là, on va avoir une photo grise, pas de contenu qui a été publié ou autre. Il faut travailler avec des outils tierces pour le coup.
Est-ce que si on vend un produit, on peut envoyer un échantillon à un influenceur sans contrepartie financière et qu'il fasse un spot par la suite? Alors, quand vous avez du produit, déjà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est la façon la plus facile de contacter un influenceur. Parce que quand vous vendez une prestation de service, par exemple, je reprends l'exemple pour l'agence de communication web, c'est compliqué parce que vous avez rien de concret à proposer que la personne pourrait prendre en photo, et cetera. Donc typiquement, envoyer le produit, envoyer un échantillon, et cetera, ça se fait complètement de façon gratuite, tout à fait. Par contre, vous ne pouvez rien exiger de l'influenceur. En fait, c'est vraiment si l'influenceur adore votre produit, qu'il trouve qu'il est qualitatif, que ça pourrait intéresser sa communauté, qu'il va lui-même spontanément faire du contenu. Mais vous pouvez pas, envoyer et dire ben voilà, j'en veux une story ou un post par la suite, par exemple. Donc c'est un peu qui tout double, hein. Vous allez avoir des influenceurs auprès de qui vous allez envoyer le produit et pour lesquels vous n'aurez pas du tout de retour. Et puis vous allez avoir des influenceurs qui vont jouer le jeu, qui vont vraiment aimer votre produit et qui vont vouloir en faire la promotion. Et vous allez aussi avoir des influenceurs, et je tiens à le préciser parce qu'on a des clients pour qui ça arrive, qui ne feront pas de post, de story ou autre, mais par contre qui vous feront un réel retour client sur vos produits. Parce que supposons que vous êtes par exemple dans le secteur canin, vous avez envoyé vos produits, typiquement, l'influenceur ou l'influenceuse a reçu énormément de produits de ce secteur-là et il est capable de comparer la qualité des produits reçus, la qualité de l'emballage, etc., par exemple. Et donc là, il va vous faire vraiment un retour très poussé sur ce que lui pense du produit. Et bien évidemment, si celui-ci est un retour exceptionnel, très souvent, il va spontanément faire au moins une story qui a un format un peu plus, on va dire, volatile parce que le contenu ne reste que 24 heures sur le profil. Mais en tout cas, gardez en tête, influenceurs, c'est pas que des gros influenceurs. En effet, si vous avez une expérience à offrir aussi, je pense entre autres à l'un de nos clients qui propose tout ce qui est sortie en trottinette électrique dans la nature, dans les vignes, etc. Typiquement, faire intervenir, inviter les influenceurs locaux à ce qu'ils viennent pour découvrir l'expérience, etc. gratuitement. Ça laisse sous-entendre qu'on attend quand même quelque chose en échange, même si on ne peut forcer à aucun moment. C'est pas officiellement un contrat que vous proposez à ce moment-là, en fait. Bien évidemment, il y a des relations influenceurs qui nécessitent un contrat. Typiquement, quand ils dépassent un certain nombre d'abonnés, parfois ce n'est même plus eux qui gèrent ni leur contrat, ni forcément leur compte, hein. Il faut quand même le garder en tête. Dans la même veine que l'astuce numéro 4 qui consiste à travailler avec les influenceurs, il y a le mode collab qui est apparu sur Instagram et qui consiste à partager une même publication, que ce soit un reel, une publication classique ou une story sur 2 profils Instagram qui sont des profils différents. L'idée, en fait, c'est d'éviter d'avoir du contenu en double sur le réseau social et de faire augmenter la totalité des stats, en fait, hein. Parce que là, pour le coup, vous avez tout qui va être vous avez tout qui va être combiné. Donc les audiences des 2 profils ou les audiences des 2 comptes, pardon. Vous allez avoir les commentaires qui vont être fusionnés, etc., etc. Donc c'est plutôt une fonctionnalité intéressante par rapport à ça. À noter donc que cette fonctionnalité, elle est aussi pour les nouveaux formats, donc comme les reels, ça c'est bon à savoir. Et lorsque par exemple c'est l'autre marque ou l'autre entreprise qui poste à ce sujet et qui vous met en collab, vous recevez en fait une invitation à accepter le fait que cette publication est aussi pour vous. C'est vraiment un format idéal pour le travail avec un influenceur quand vous avez vraiment décidé de faire de la co-création, par exemple. 6e astuce, tout ce qui va être sticker pour les stories. Je vois trop souvent passer des stories avec juste le hashtag ou juste la mention, etc. Alors qu'en fait, il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles. La particularité, c'est qu'en effet, dans ce cas-là, il faut absolument passer par l'application mobile pour pouvoir le faire. Tous les outils de programmation externe qu'on a pu évoquer tout à l'heure, ou de suite Buffer, Honeypult ou autres, ne vous permettront pas d'utiliser les stickers dans vos stories. Ils vous permettront de programmer des stories qui partiront à la date et à l'heure voulue, mais pas d'y mettre un sondage, d'y mettre un lien ou autre. Donc là, ça implique de passer par l'application, mais vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. N'hésitez pas à parcourir toute la liste. Nous, on a fait un zoom sur certains stickers qu'on aime beaucoup à l'agence.
Exemple sticker lien, ça a longtemps été galère parce que lorsqu'on faisait des stories sur Instagram, si le compte avait moins de 10 000 abonnés, on ne pouvait pas faire une story qui renvoyait vers un site web. Il fallait avoir plus de 10 000 abonnés, donc une certaine notoriété, pour avoir cette fonctionnalité-là au swipe. C'est-à-dire quand on allait du bas vers le haut, on pouvait être envoyé vers le site. Là, c'est apparu il y a quelques temps. Et en plus de ça, au départ, on avait vraiment le nom du site web qui apparaissait. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'adapter le texte qui apparaît sur le sticker lien. Je vous ai pris un exemple ici d'une story de Minuit sur Terre, où là, on a donc le nouveau podcast, l'éthique, etc. Et le lien qui est indiqué. Donc, il y a toujours cette petite icône lien qui apparaît au tout début du sticker. Et le texte a été adapté pour écrire par ici, avec un petit émoticône. Donc ça, n'hésitez pas à en abuser et en surabuser. On a un message de Camille qui nous dit: bonjour, nous avons fait l'expérience avec plusieurs influenceurs en envoyant des bouteilles, mais rien de concluant après. Je pense que l'on a négligé l'après. Calendrier de publication, jeu concours, etc. Il faut absolument proposer un calendrier de publication en collaboration avec l'influenceur et bien définir avec lui nos objectifs. Alors ça, c'est dans le cadre d'un partenariat influenceur contractualisé. Ce qu'évoquait tout à l'heure Audrey, c'était plutôt, ben voilà, je tente un petit peu de voir s'il y a une réponse par rapport au produit que j'envoie. Où là, on se dit, exemple Camille, j'envoie une bouteille, je vois si la personne en fait quelque chose ou pas. Mais par contre, j'avoue que je sais pas exactement comment est-ce que ça avait été fait. En général, on essaye bien de personnaliser le petit message qui accompagne, par exemple, ce qui est envoyé. On glisse un numéro de téléphone sur lequel on est facilement joignable, etc. Et quand il y a vraiment une réelle collaboration qui peut être mise en place et contractualisée, en effet, dans ce cas-là, on évoque les objectifs, on évoque le nombre de posts qu'on attend, le nombre de stories qu'on attend, le nombre de reels qu'on attend. On évoque l'obligation de retour sur les statistiques produites par le contenu. On évoque, il faut déterminer si oui ou non le contenu va être révisé par la marque. Parce qu'il y a certains influenceurs qui vous diront: moi j'accepte de produire pour vous, mais par contre je ne vous laisse pas de droit de regard sur ce qui est produit. Je vous garantirai que ce sera promotionnel, mais je ne veux pas que vous interfériez en fait dans ma ligne éditoriale, dans mon style de rédaction ou autre. On va définir aussi avec l'influenceur les termes à utiliser, les termes à ne pas utiliser. Il y a certaines marques qui insistent pas mal là-dessus. C'est clairement un contrat de plusieurs pages qui est travaillé avec l'influenceur. Parfois, c'est aussi l'influenceur qui va vous envoyer ses propres contrats parce qu'il travaille avec des agences d'influenceurs aussi. Audrey, du coup, nous dit la possibilité de mettre des liens, c'est top. Ben, carrément, dans les stories, 1000 fois oui. Enfin, ne vous en privez pas. Et je rajouterais même, ah oui, je sais pas si j'en parle après. Je rajouterais même sur vos stories à la une, ça fait hyper longtemps qu'on peut mettre des stories à la une sur un compte. N'hésitez pas à mettre à jour vos stories à la une pour y ajouter les stickers de liens. Parce qu'en fait, les stories à la une vont rester indéfiniment sur votre profil, vont être consultées très souvent par les personnes qui vont arriver sur votre profil. Et là, il faudrait vraiment permettre à l'internaute, par exemple, d'avoir la possibilité de s'inscrire par rapport à telle ou telle story, d'aller consulter votre site, d'aller consulter votre offre, etc. Donc directement en mettant le lien, le sticker lien même sur vos stories à la une. Laura, du coup, c'est vrai que je m'étais pas attardée. Laura nous dit: désolée, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. On peut programmer des stories. Du coup, oui, Laura, vous pouvez programmer des stories grâce aux outils qu'on a pu évoquer au tout début. Nous, à l'agence, on utilise OnlyPult pour le faire. Je sais qu'il y a tout plein d'autres outils qui le permettent. La particularité, c'est que malheureusement, on ne peut pas mettre de stickers sur les stories qui sont programmés. Par contre, ça peut être hyper utile si vous pensez, si vous êtes plutôt du genre à relayer en story, je sais pas, juste des photos, que vous attendez rien de particulier par rapport à cette story-là, dans ce cas-là, vous pouvez complètement les programmer. Un gain de temps fou, ça part tout seul à l'heure souhaitée. Autre type de sticker sur lesquels on fait un zoom, c'est les stickers sondage et les stickers ajout perso. Alors malheureusement, au moment de créer le support, j'ai pas trouvé d'exemple dans les stories sur mon compte où il y avait des stickers ajout perso, mais on va revenir dessus. Les stickers sondage, c'est tout simplement solliciter votre communauté pour qu'elle puisse répondre à une question. Donc là, vous commencez à passer votre journée au top, jure, etc. Et donc la personne peut cliquer
pour indiquer ce qu'il en est. L'idée, c'est toujours pareil quand on travaille avec des stickers. Avec des stickers, c'est vraiment de favoriser l'engagement sur vos stories. En fait, aujourd'hui, gardez bien en tête que sur les réseaux sociaux, ce qui importe, c'est les signaux que vont être capables de détecter les algorithmes. Et typiquement, lorsque vous utilisez des stickers sondages qui vont favoriser l'engagement sur la story, c'est des signaux positifs qu'on envoie à l'algorithme. On va avoir donc l'engagement, hein, de manière générale, le terme que j'ai employé à plusieurs reprises déjà, ce sont des signaux que l'algorithme prend en compte pour savoir si oui ou non le contenu que vous fournissez sur Instagram est qualitatif ou pas, s'il va plaire à votre cible ou pas. Donc là, sondage, vous avez 4 possibilités de sondage pour laisser votre communauté répondre. Et les stickers ajout perso, c'est un petit peu différent, mais j'ai quand même mis ici. Ça vous permet d'inviter les utilisateurs à répondre au contenu de votre story. Donc via le sticker ajout perso. Et en fait, ça crée des threads publics. Donc en fait, ça crée ce qu'on appelle un thread. En fait, c'est un fil de discussion de personnes qui auront ajouté leur touche personnelle à une question que vous avez posée, par exemple. Donc pareil, à tester. Il ne faut pas être surpris aussi parce que parfois, lorsqu'on a des petites communautés, on peut être un petit peu déçu par rapport, par exemple, aux réponses aux sondages ou ce genre de choses. C'est normal. Hein, en grossissant, ça prend un peu plus d'ampleur lorsque vous postez. Le grand classique du sticker question. Je me suis trompée dans le texte du sticker. Pardon. Le sticker question, moi, tout est dans le nom. Vous avez la possibilité de poser une question à l'internaute, mais là, vous ne lui fournissez pas les réponses. Vous le laissez écrire ce qu'il veut dans la question. Et donc là, ce qui est chouette, c'est que en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir être capable de récupérer toutes les réponses pour voir ce qui a pu être évoqué. Là, typiquement, l'exemple qui a été pris de la marque de chaussures Caval, on est sur une question plutôt de l'ordre du loisir, du jeu. Connais-tu la 7e différence dans cette paire de chaussures? Et mais par contre, ça peut être très intéressant justement lorsque vous êtes plutôt dans de la co-création, lorsque vous voulez avoir un retour client ou autre. Quel est l'intérêt d'une story par rapport à une publication, nous demande Aurélien. Ce que je disais tout à l'heure, la publication, c'est vraiment quelque chose qui va être travaillé. On va travailler l'aperçu de la galerie de façon à ce que ce soit esthétique. Ça va être du contenu qui va rester tout le temps. Alors que sur la story, on va être sur du contenu beaucoup plus authentique. En général, un peu moins travaillé, même si on va pas se mentir, de plus en plus, on travaille beaucoup les stories. Et en tout cas, on tente d'avoir un côté un petit peu plus authentique, un petit peu plus coulisses sur les stories. Et c'est un format qui va être vertical et qui ne va rester que 24 heures sur le compte. À la différence des publications classiques qui vont être au format carré, qui vont rester ad vitam aeternam sur votre compte. Pour qu'une stratégie sur Instagram soit efficace, j'insiste beaucoup dessus, c'est vraiment un mélange des formats de publication proposés par Instagram. 7e astuce, c'est les fonctionnalités social selling qui sont en train de se développer sur Instagram. Social selling, si le terme anglais vous effraie, ne vous en faites pas, c'est la possibilité pour les marques de bien valoriser leurs produits et pour les e-commerçants de faciliter encore plus le passage à la conversion, c'est-à-dire à l'acte d'achat. De plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Alors, on n'est pas encore sur... j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je dis ça. On n'est pas encore sur l'achat en ligne sur Instagram. Ça ne saurait tarder. J'ai ma collègue qui se marre à côté. Ça ne saurait tarder. C'est quelque chose qui existe depuis presque 2 ans au moins, je crois, du côté des États-Unis. Ça tarde à arriver en France. Je crois qu'il n'y a que quelques grandes marques qui ont eu cette opportunité-là. Là, par exemple, dans l'exemple que je vous ai pris d'un site e-commerce de produits de shampoing pour cheveux bouclés, on a une publication Instagram sur le côté gauche, donc la première capture d'écran que j'ai pu vous faire, où là, on a les produits qui sont identifiés directement au sein de la publication. Si je clique sur le produit, je suis envoyé sur le 2e écran, donc la 2e capture que vous voyez, où là, j'ai un détail des produits qui ont été présentés avec le nom du produit, le prix produit, la possibilité d'aller consulter le site web. Si je clique sur la photo produit, je suis renvoyée vers le 3e écran, enfin la 3e vignette, où là, en gros, je suis sur un simili site e-commerce où j'ai des produits qui ont été rangés par gamme. Donc là, les favoris du site de Label Boucle, il va y avoir pour les cheveux crépus, pour les cheveux ondulés, pour les cheveux bouclés, etc. Donc vraiment classé par catégorie. Et enfin, quand je clique au sein d'une catégorie, j'arrive sur la 4e capture d'écran, où là, on a vraiment tout un détail.
C'est alors, Aurélien me demande si on peut renvoyer directement sur la boutique Facebook. Alors du coup, il faut savoir que la boutique, donc Instagram appartient à Facebook et que la boutique est la même. La boutique qui est utilisée en fait est la même sur Instagram et sur Facebook. Le truc, c'est que quand vous avez sur Instagram cette boutique qui apparaît, le fait de faire rester l'internaute dans l'environnement Facebook ou Instagram fait qu'il ne va pas passer à l'acte d'achat sur votre site. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, on lui ait présenté suffisamment de produits, qu'il ait suffisamment trouvé d'infos, etc., pour qu'il ait quand même envie d'aller sur votre site. Mais en soi, c'est la même boutique, Aurélien. Donc oui, fonctionnalités social selling qui sont vraiment en train de prendre de l'ampleur sur Instagram. Entre autres, les lives aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Les lives sont en train comment dire, d'être en pleine métamorphose pour bien inclure la notion de social selling pendant les lives Instagram, ou par exemple durant une démo, par exemple d'un produit en particulier, vous allez avoir directement le lien qui va être cliquable, justement au même titre que là, il y a un lien qui est cliquable dans la publication pour que l'internaute aille sur votre boutique, qu'il découvre vos produits, vos catégories, etc. Donc, il y a tout plein de fonctionnalités sur lesquelles Instagram va miser, mise déjà et va continuer de miser, c'est sûr et certain. Jusqu'à l'achat un jour directement sur Instagram. Petite astuce numéro 8, les polices d'écriture. Vous l'avez peut-être vu, vous avez parfois certaines publications ou certaines stories qui utilisent des polices d'écriture que vous n'avez pas l'impression de trouver sur Instagram. C'est normal, c'est parce qu'elles ne sont pas sur Instagram. Ce sont des polices d'écriture qui auront été... c'est du texte qui aura été copié depuis d'autres sites web qui proposent des écritures spécifiques. Donc, je vous ai mis quelques sites, Instafont, Instagram Font, Cool Symbol. On utilise Cool Symbol à l'agence, qui permet de rentrer le texte qu'on souhaite mettre dans une police d'écriture spéciale, qui nous permet de le copier et d'aller directement sur Instagram pour le coller. Ce qui est bien, c'est que ça permet de mettre un petit peu d'originalité dans les publications. Ça permet de faire ressortir certains éléments au sein de vos publications aussi. Si par exemple vous mettez seulement un mot en gras, par exemple, dans ce cas-là, c'est plutôt ça aide à la lisibilité. La seule chose qu'il faut garder en tête et pour lesquelles on essaie d'être assez précautionneux à l'agence, c'est que certains téléphones peuvent ne pas lire certaines typographies. Donc en gros, soit ça laisse un vide dans la publication, soit potentiellement ça fait apparaître des symboles inexpliqués au lieu de faire apparaître le texte. Et aussi, et ça c'est quelque chose malgré tout qui me tient à cœur à l'agence, c'est qu'il faut savoir que les machines à lire des malvoyants ne lisent pas ces typographies en fait. Donc si vous êtes précautionneux par rapport à tout ce qui est accessibilité, c'est quand même bon à savoir rester sur les polices d'écriture classiques proposées par Instagram et prises en charge sur tous les types de mobiles et lisibles par les machines. Yann nous demande, est-ce que les polices d'écriture ont un vrai intérêt? Alors, pour le coup, on n'a pas mené d'études à l'agence et j'ai jamais lu d'études à ce sujet. Donc, je vais pas broder. La seule chose que je peux dire, c'est que parfois, je trouve que c'est quand même assez utile pour faire ressortir une info spécifique dans la publication. Surtout, ne pas faire toute la publication avec toute la police d'écriture qui vient de ces sites-là, hein. C'est vraiment plus pour faire ressortir quelque chose. C'est pas mal aussi pour capter l'attention. Donc, je pense que les statistiques doivent être meilleures, ou en tout cas en termes pour capter l'attention, ça peut avoir un réel intérêt. Mais j'ai pas de chiffres à apporter. De rien. Astuce numéro 9. Alors du coup, je tiens à préciser qu'il est 12h15. Nos webinaires durent 3 quarts d'heure. Donc je vais bien évidemment continuer, mais pour ceux qui avaient peut-être prévu autre chose, je tenais à le préciser. Les hashtags sur Instagram. Aujourd'hui, c'est une réalité. Pour pouvoir développer votre compte sur Instagram, il faut absolument passer par cette phase-là. Plus votre compte est gros, moins on a tendance à mettre de hashtags. Par contre, au début, si vous voulez gagner un peu en visibilité, si vous voulez qu'Instagram comprenne bien quel est votre univers, vous devez absolument passer par cette phase-là. Les hashtags vous permettront aussi d'apparaître dans l'onglet Explorer, vous permettront d'apparaître quand l'internaute fait des recherches par hashtag sur le réseau social, etc., etc.
En général, on a tendance à pas mettre plus de 10 hashtags. C'est pas non plus un truc figé. On peut aller jusqu'à 30 en soi. N'hésitez pas à utiliser différents sets de hashtags. Donc, ce qu'on appelle des sets de hashtags, c'est des groupes de hashtags différents qu'on va utiliser de temps à autre. L'idée, c'est de savoir est-ce que dans vos statistiques, ah ouais, j'ai oublié d'en parler, mais dans vos statistiques, vous pouvez savoir pour chaque publication quelle est la part de visibilité de la publication qui est due au hashtag. Et donc ça, c'est super parce que quand vous utilisez un groupe de hashtags spécifiques, vous allez avoir telle stat, ok, et quand vous en utilisez un autre, vous allez peut-être avoir des stats qui vont être complètement différentes. Bon, dans ce cas-là, c'est l'idéal parce que si c'est des stats qui sont à la hausse avec l'autre groupe de hashtags, c'est peut-être qu'il vaut mieux miser sur le deuxième groupe de hashtags qui fonctionne bien mieux. Vous avez plusieurs outils pour choisir les bons hashtags. Malheureusement, la majorité est payante. Hashtagify, qu'on a tendance à utiliser à l'agence. TaxFinder, qui à la base est plutôt pensé sur pour regrouper des hashtags de plusieurs réseaux sociaux. RightTag, Systrix, etc. Enfin, il y en a plein en soi, mais malheureusement, pas tant que ça des gratuits. Parfois, vous avez certains outils de programmation sur les réseaux sociaux qui vous proposent des hashtags. C'est une de leurs fonctionnalités, en fait. Ils vous proposent des hashtags, ils sont force de proposition là-dessus. 10e astuce, c'est de modérer les commentaires. Peut-être que sur votre compte Insta, vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois que vous publiez avec un hashtag spécifique, vous avez un commentaire automatique qui arrive dans la foulée du type follow me, like for like, love your content ou ce genre de choses. N'hésitez pas à aller modérer les commentaires. Vous avez dans les paramètres de votre compte, vous avez une section qui s'appelle commentaires, où là, vous pouvez dire s'il y a par exemple les termes follow me, like for like, I love your content, ce genre de choses. Dans ce cas-là, je ne souhaite pas que le commentaire soit visible sous la publication. Alors, on pourrait dire, c'est quoi l'intérêt? Parfois, ça peut être un peu embêtant parce qu'on se rend compte que s'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur tous mes posts, mais que tous mes posts, c'est ça les commentaires qu'il y a, autant que ça n'apparaisse pas. Alors, certains vous diront, ouais, mais du coup, pour l'algorithme, c'est plutôt un signal positif qui est envoyé quand même parce qu'il y a des commentaires. En vrai, c'est vrai. C'est pour ça que apparemment, et ça pour le coup c'est pas prouvé, donc je vous passe l'info, mais je n'ai pas de retour là-dessus. Le taux d'engagement, même si vous modérez les commentaires et que les commentaires de ce type n'apparaissent pas sur votre post, typiquement, ça serait quand même pris en compte par l'algorithme en termes de taux d'engagement. Donc, si vous voulez, c'est tout bénef. Là, ce serait pris en compte par l'algo et en plus, ça n'apparaît pas sur votre post, donc top. Audrey nous dit, j'ai lu qu'il fallait mieux partir sur des hashtags pas trop populaires, style avec 100 000 publications pour avoir une chance d'être vu complètement, Audrey. Je croyais d'ailleurs en avoir parlé, mais j'avais pas mes notes. Tout à fait. Il ne faut pas avoir des hashtags. Je sais pas, si vous êtes un restaurant, le hashtag food ne vous sert absolument, mais à rien du tout. En gros, quand vous décidez de choisir des hashtags, il faut qu'il y ait des hashtags relatifs à votre univers. Il faut qu'il y ait des hashtags relatifs à votre marque, au nom de votre produit, etc. Mais vous ne pouvez, par exemple, le hashtag restaurant n'a absolument aucun intérêt non plus pour un restaurateur. Parce que trop de personnes utilisent ce hashtag-là, et donc du coup, votre publication en tant que restaurateur serait noyée parmi toutes les publications qui ont le hashtag restaurant. Je vous rappelle que l'utilisation de hashtags, c'est pour faire en sorte de gagner en visibilité lorsque l'internaute fait une recherche par hashtag sur Instagram. Aussi dans l'onglet Explorer, mais aussi dans le cadre de recherche. Donc en fait, si vous êtes sur un hashtag qui est beaucoup trop utilisé, votre publication, elle sera noyée, elle ne sera tout simplement pas visible. En effet, le seuil de 100 000 publications max est pas mal, ou en tout cas aux environs de 100 000, parce que justement, 100 000 publications, ça veut dire que le hashtag est recherché, le hashtag est utilisé, mais par contre que avant que votre publication soit vraiment noyée sous la masse de publications, vous avez encore un peu de temps. Donc tout à fait, très bonne remarque, Audrey. 11e astuce, donc avant-dernière astuce, les guides. Alors ça, c'est une astuce qui ne s'appliquera pas pour tout le monde, mais peut-être que pour votre activité, ça peut s'appliquer. Selon l'activité, il peut être intéressant d'utiliser ce format. Ça s'apparente en fait à un article de blog. Vous allez avoir sur votre profil en fait votre galerie, vos reels, vos vidéos, et puis vous allez avoir les guides si vous décidez de partir sur des guides. Typiquement, si vous êtes dans du conseil, si vous êtes dans du bien-être, si vous êtes sur tout ce qui est touristique, etc., ça peut avoir ça peut être un réel plus d'avoir quelques guides sur votre profil.
Les guides, donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment du texte et les photos qui vont être incluses dans le guide, il faut garder en tête que c'est des photos qui vont être prises directement depuis votre compte Instagram. L'idée, c'est de faire un lien entre les guides et les publications qui apparaissent sur votre galerie. C'est un format que quand je tombe dessus, je suis toujours agréablement surprise, pardon. Euh, je trouve que ça fonctionne bien et je trouve que c'est pas du tout suffisamment exploité. C'est un format un peu original, ça peut vous permettre aussi de vous démarquer un peu, de vous positionner aussi comme expert sur certains sujets dans la tête des internautes. Donc vraiment, n'hésitez pas à voir si vous pouvez l'activer. Alors oui, parce que par défaut, c'est pas activé aussi, ça se passe dans les paramètres. Faut le savoir. Au revoir Sylvain, merci à vous. 12e astuce, bah ouais, c'est passer par la publicité parce qu'à un moment donné, il y a quand même une réalité. La réalité, c'est que à un moment donné, il y a eu les, les années d'or, de l'âge d'or d'Instagram où c'était hyper facile d'avoir beaucoup d'abonnés, d'avoir une visibilité folle, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile sur Instagram que sur Facebook, hein, c'est quand même vrai. Mais à un moment donné, il y a une tendance à la stagnation ou autre et débloquer du budget publicitaire peut vous permettre de franchir ce seuil-là, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle Instagram Ads. Ça passe par la même plateforme que Facebook Ads. Donc, ça passe par ce qu'on appelle le Business Manager. Moi, je vous déconseille de passer par le bouton de boost, donc le bouton bleu que vous avez sous chaque publication. Je vous déconseille de passer par là parce que pour des raisons de récupération de factures, pour des raisons de permanence des statistiques, etc. C'est pas très bien fait. Pour moi, le bouton de boost, c'est plutôt fait pour les personnes qui s'y connaissent pas forcément et qui, en mettant 5 euros, veulent voir ce que ça génère comme stat. Si c'est ça votre objectif, faites-le par le bouton, ne passez pas par le business manager. Il y a pas de réel intérêt. Par contre, sinon, plutôt passer par des vraies campagnes publicitaires. Je vous ai mis quelques stats. Alors, elles seront à prendre avec des pincettes parce que ça dépend de plein de choses. Mais par contre, ça vous donne quand même une idée de ce que vous pouvez avoir. En gros, pour 10 euros de budget investi sur la plateforme publicitaire, lorsque votre campagne est une campagne de trafic vers votre site web, vous allez avoir entre 2000 et 3000 personnes qui vont être touchées par votre publication. Si vous êtes sur des campagnes de couverture, pardon, où là, l'objectif, c'est qu'Instagram diffuse au maximum votre publicité, dans ce cas-là, pour les mêmes 10 euros, vous allez toucher entre 6000 et 7000 personnes. Vous allez me dire comment ça se fait avec un, je touche 2000 et puis l'autre, j'en touche 3 fois plus. Mais en fait, c'est parce que vous indiquez à l'algorithme que vous ne cherchez pas la même typologie de personnes, en fait. Quand vous faites une campagne de trafic, l'algorithme, vous lui dites, va me chercher des cliqueurs, des personnes qui ont tendance à cliquer sur des pubs, à aller découvrir des sites web, qui ont tendance à vraiment ne pas être que passifs sur Instagram. Alors que les campagnes de couverture, ce sont typiquement des campagnes de notoriété. Là, on va aller travailler l'image de marque. Et enfin, n'hésitez pas à faire des publicités sous forme de post, donc classique, image, format carré, tout, mais aussi sous forme de carrousel et aussi sous forme de story. Et enfin, ce sera mon dernier slide. Quelques autres astuces en vrac. N'hésitez pas, bien évidemment, à penser à la vidéo et même, je dirais, à mettre la vidéo au cœur de votre stratégie. Parce que ce soit sous forme de Reels, de Story, d'IGTV, etc., la vidéo, ça fait maintenant plusieurs années que c'est vraiment au cœur d'une stratégie de communication digitale. Accepter que le développement d'une communauté se fasse sur le long terme, pardon. C'est chronophage. C'est ce que je vous disais et il faut vraiment accepter que ce ne sera pas forcément du jour au lendemain. Alors je vous le souhaite, hein, c'est ce qu'on appelle faire le buzz et c'est génial, mais c'est pas la majorité des comptes entreprises. N'hésitez pas à personnaliser l'arrivée de vos nouveaux abonnés sur votre compte. Quand par exemple vous avez un abonné qui a liké plein de vos publications, nous on aime bien faire une petite capture d'écran de notre partie notification où on voit qu'il n'y a que la personne qui a aimé énormément de publications, etc. Et on envoie un petit merci à la personne en question. N'hésitez pas à respecter la safe zone. Donc la safe zone, c'est typiquement ce que Usign ici n'a pas respecté. La safe zone, c'est là où vous pouvez mettre des éléments sur votre graphique, sur votre graphisme, pardon, et qui ne viennent pas impacter la praticabilité de votre contenu. Là, par exemple, c'est dommage pour Usign parce que leur nom est caché parce qu'en fait, ils ont mis le logo en haut à gauche, alors que par défaut, sur Instagram, il y a déjà le logo en haut à gauche. Donc, la safe zone, c'est vraiment en gros un rectangle que vous avez dans la story ou aussi la story, où il faut mettre les éléments importants, mais pas les mettre en dehors de cet espace-là.
Enfin, poster très régulièrement, ça fait partie des clés de succès. Aujourd'hui, c'est une réalité. Si vous avez des objectifs purement business, une publication par semaine, ce ne sera pas suffisant. Et enfin, outre réalité dans le monde du marketing digital, rien ne vaut les tests. Testez, testez, testez. Regardez ce qui fonctionne, regardez ce qui fonctionne pas. Vous vous planterez, c'est pas grave. Recommencez si vous pensez qu'il y a peut-être un paramètre qui fait que ça n'a pas fonctionné, etc. Mais et n'oubliez pas que ce qui fonctionne parfois sur certains comptes peut ne pas fonctionner sur le vôtre et vice versa. Audrey suit une entrepreneuse sur Instagram. Elle fait un message vocal à chaque nouvel abonné. C'est une excellente idée également pour justement un peu personnaliser, etc. Alors, je suppose qu'elle n'a pas non plus 10 000 abonnés, 10 000 nouveaux abonnés par jour, mais en tout cas pour justement prendre soin des premiers abonnés à un compte ou autre, je trouve que c'est super et en plus ça permet de commencer à débloquer un peu la relation avec la personne, qu'elle puisse vous poser des questions. Enfin, c'est un vrai début de conversation en fait. Les vidéos de poney, ça fonctionne. Ok, Audrey, merci pour l'info. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, on arrive au bout de ce webinaire qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu et que d'habitude pour nos webinaires. Je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez avoir, donc n'hésitez pas. Et ben, s'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, je vous dis au mois prochain pour un nouveau webinaire de l'agence Adverti. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.